Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'Info avec l'invité politique en direct sur ce plateau. Ce matin, c'est Nicolas B. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement National au Parlement Européen. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat, spécialiste politique. Bonjour Oriane. Et Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Bonjour. Du groupe EBRA. Pour quel journal ce matin? Dernières nouvelles d'Alsace. Les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Parce que je crois que vous êtes à Strasbourg cet après-midi. Exactement, à la fois pour la dernière session parlementaire et pour la présentation de notre projet. Voilà, dernière nouvelle d'Alsace. Donc, Nicolas B. Donc, Emmanuel Macron annonce ce soir à la télévision les chantiers d'action prioritaires. Il avancera les premières mesures concrètes après 5 mois de crise des Gilets jaunes, 3 mois de grands débats. C'est quitte ou double pour toute la presse ce matin. Vous en attendez quoi de concret ce soir? Moi, j'attends pas grand-chose. Je suis comme beaucoup de Français, je me fais pas beaucoup d'illusions sur les intentions d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il n'a pas l'intention de changer. Vous pensez qu'il y aura des surprises ou pas? Non, mais il y aura peut-être quelques mesures symboliques, voilà, c'est possible, mais en tout cas, il n'y aura pas de changement de cap politique. Or, c'est ce que les Français attendent. Quelle réponse sur la fiscalité qui est confiscatoire dans notre pays? Quelle réponse sur le pouvoir d'achat, sur les protections économiques, sur le fédéralisme européen, puisqu'il veut aller toujours plus loin dans cette logique-là, sur la question migratoire? Voilà, je crois que sur tous ces sujets-là, il n'a pas l'intention de changer d'orientation. Or, c'est ça que les Français attendent. Des exercices de prise de parole devant les Français, il en a déjà fait plusieurs ces derniers mois. Et ça aboutit à quoi? Absolument à une rien. Grosse audience. 23 millions de téléspectateurs la dernière fois. Oui, parce que je pense que les Français sont attentifs malgré tout à ce que dit le président de la République. Et ils sont d'ailleurs souvent d'autant plus déçus après. Le grand débat, ça a consisté, tout le monde l'a vu, dans une vaste opération de communication. C'était un grand monologue. C'était un public à chaque fois trié sur le volet, des questions triées sur le volet à l'avance. Finalement, une mise en scène d'Emmanuel Macron, beaucoup plus qu'une attention portée aux préoccupations des Français et avec à la clé des solutions. Alors, il doit quand même annoncer des mesures ce soir. En tout cas, il a dit qu'il annoncerait ses premières mesures. Quelles doivent être ces mesures pour vous? Pour moi, il faudrait des mesures à la fois pour réduire la fracture démocratique, réduire la fracture territoriale et réduire la fracture de pouvoir d'achat, la fracture sociale et fiscale. Mais précisément, comment rendre du pouvoir d'achat aux Français? Démocratique, ce sera évidemment la mesure du référendum d'initiative citoyenne. Il doit y avoir une vraie démocratie représentative, un mode de scrutin à la proportionnelle pour élire des députés et un vrai mécanisme de démocratie directe, référendum d'initiative citoyenne, qui permettrait d'adopter une loi que le gouvernement refuse d'adopter ou d'abroger une loi que le gouvernement aurait mis en œuvre et dont les Français ne veulent pas. Et puis, juste sur la proportionnelle, il envisage d'aller au-delà des 15% initialement prévus. On parle de 20-25%, ça vous irait? Le problème, c'est que ça reste des doses insuffisantes. On voit bien que l'idée derrière tout ça, c'est une dose de démocratie, quoi. Finalement, avoir une Assemblée nationale qui n'est pas représentative de la France, mais qui le sera un tout petit peu quand même. Non, c'est insuffisant. Donc pour vous, c'est quoi? Proportionnel intégral ou rien, c'est ça? Proportionnel intégral ou proportionnel presque intégral, avec éventuellement une prime majoritaire qui permet de dégager une majorité en siège. Mais ça ne peut pas être une dose simplement de proportionnel de 10, 15 ou 20%. Donc le chiffre, pour vous? Moi, je pense qu'il faut la proportion intégrale avec, par exemple, une prime majoritaire de 30%. Voilà. Comment rendre du pouvoir d'achat aux Français? Parce que c'est ça qui est attendu quand même. Par une baisse importante de la fiscalité. On a vu ces dernières semaines... Quels impôts? Tous les ministres du gouvernement ont des idées pour trouver des impôts supplémentaires, pour créer des... Alors, ceux qui veulent mettre l'impôt sur le revenu dès le premier euro, ceux qui veulent supprimer les niches fiscales, ceux qui veulent refaire une taxe carbone. Il faut baisser globalement la fiscalité. 48% du PIB en prélèvement obligatoire en France. On est le pays le plus imposé de l'OCDE. Quels impôts faut-il baisser? Oui, lesquels? Mais tous, précisément. Tous, c'est pas possible. Bien sûr que si. Une bonne partie, l'impôt sur le revenu, bien sûr. Il faut une fiscalité qui soit la plus faible possible sur la revenu du travail, qui soit raisonnable sur le capital quand il est réinvesti dans l'économie française, dans le tissu de TPE-PME ou dans l'immobilier, et qui soit en revanche plus forte, une fiscalité plus forte, et nous l'assumons, sur les flux de capitaux, sur la spéculation. Voilà. C'est exactement le contraire en termes de philosophie fiscale que ce qu'a fait Macron depuis le début de son quinquennat. Voilà. Et puis il faut commencer par arrêter les hausses d'impôts à répétition, arrêter les hausses de taxes et faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas une augmentation permanente de tous les tarifs, notamment d'énergie. L'État doit intervenir dans ce domaine. L'État ne doit pas se désengager systématiquement de tout, laisser au privé des secteurs stratégiques. On le voit aujourd'hui aussi avec Aéroports de Paris. C'est-à-dire que l'État doit assumer ses missions, doit assumer ses missions régaliennes. Edouard Philippe va dans votre sens. Il parle d'exaspération fiscale. Il dit qu'il y aura des baisses d'impôts. Si c'est le cas, vous direz bravo. Non, mais s'ils ont dépensé 12 millions d'euros pour s'apercevoir que les Français veulent des baisses d'impôts, c'était pas la peine. Il suffisait juste de tendre un peu l'oreille. Donc maintenant, il faut des actes
Moi, je suis pas au gouvernement, je suis dans l'opposition. Donc, je dis que le gouvernement doit de manière urgente baisser la fiscalité sur les classes populaires et sur les classes moyennes. Il y a plusieurs leviers possibles. Il y a la TVA, il y a l'impôt sur le revenu, il y a évidemment la fiscalité aussi des collectivités territoriales. Mais pour ça, il faut être capable... Par exemple, une plus grande progressivité de l'impôt sur le revenu. On parle d'une tranche supplémentaire à l'entrée de l'impôt, ça vous êtes pour? Oui, à la fois baisser le niveau des premières tranches en particulier, et puis une plus grande progressivité. Oui, ce serait évidemment une des pistes. Mais il faut globalement réussir à baisser la fiscalité, ce qui nécessite évidemment d'être capable de faire des économies. Pas sur la police, la justice ou l'hôpital, qui sont déjà à l'os. Alors sur quoi vous faites les économies? Eh bien, la politique de la ville, 100 milliards d'euros déversés en 30 ans, pour quel résultat? Le millefeuille territorial, l'enchevêtrement des compétences, les doublonnages partout, avec là aussi une inefficacité et un coût exorbitant pour le contribuable. La politique d'immigration, ça ne doit pas être un tabou. Nicolas, Est-ce qu'on peut continuer à accueillir 450 000 personnes, immigration légale, asile et immigration clandestine confondues par an, avec des dizaines de milliards d'euros versés directement ou indirectement pour faire face à ces flux migratoires, alors qu'on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres? Oui, La redevance, 450 000, pardon, c'est beaucoup. la redevance. C'est la réalité. Non, c'est pas les chiffres. Ah bah 260 000 entrées légales, vous ajoutez à ça 120 000 demandeurs d'asile. Non, demandeurs, mais ils n'ont pas tous l'asile. Et ils ne sont pas expulsés. Non, ils n'ont pas tous l'asile. Il y a 120 000 demandes. Vous avez raison. Il y en a moins de 30 000 qui l'obtiennent. Exactement. Donc, il faut remettre les chiffres. Vous avez tout à fait raison, c'est très juste. Sauf que les 90 000 qui l'obtiennent pas ne sont pas expulsés. Un rapport de la Cour des comptes a montré que 4% d'entre eux seulement sont expulsés. C'est ça la réalité. Non, ils sont renvoyés dans leur pas du pays tout, c'est d'entrée. inexact. C'est faux. Fast-checking après. Pascal Jalbert. Vous pouvez fact-checker autant que vous voulez. Ah non, mais moi je C'est un rapport. fact-check. Je veux dire, C'est un rapport on de la... me dit 120 000 demandeurs d'asile, je dis oui, 120 000 demandes. Ouais. Ça ne veut pas dire que tous l'obtiennent. Mais on fera le fact-checking, ils ne l'obtiennent pas, mais ils restent et ils seront tôt ou tard régularisés, et vous le savez très bien, et même souvent tôt ou tard naturalisés sans avoir fait aucun effort d'assimilation. Ils ne seront pas tous régularisés. Sur la redevance, juste une question. Vous êtes pour la suppression? Oui, je pense que ça fait partie des pistes possibles, en effet, de baisse de la fiscalité. Ça aura une valeur plus symbolique qu'autre chose. C'est pas ça qui va, dans la durée, améliorer concrètement le pouvoir d'achat des Français. Mais c'est, voilà, ça, vous êtes ça fait partie de ces impôts dont les Français ont le sentiment qu'il est assez injuste. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas forcément le sentiment que le service public de l'audiovisuel soit tout à fait à la hauteur de sa mission, alors qu'il coûte cher quand même aux Français. Et puis là, pour le coup, il frappe tout le monde, y compris les plus modestes. Et sur la sortie des 35 heures, est-ce que pour vous, il faut augmenter la durée de travail? Qu'on permet qu'il y ait des mécanismes, par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires, moi je pense que c'est un bon principe. Qu'on puisse permettre aux Françaises et aux Français de travailler plus et de gagner plus, je pense que c'est un bon principe. Il faut réhabiliter la valeur travail dans notre pays et toutes les formes de travail, y compris d'ailleurs les filières manuelles qui sont souvent mais sans sortir des 35 heures. Je pense qu'on peut en effet éventuellement revenir à un niveau plus important de nombre d'heures travaillées légales, mais ça doit, encore une fois, attention à ce que on n'aboutisse pas à finalement demander toujours aux mêmes des sacrifices toujours plus importants. Le problème du gouvernement, des gouvernements successifs, que ce soit sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, aujourd'hui sous Emmanuel Macron, c'est qu'ils demandent finalement aux Français de travailler toujours plus longtemps pour accéder à la retraite, toujours plus longtemps et pour gagner toujours moins. Et c'est ça peut-être le problème numéro un. Oui, justement, sur les retraites, le Rassemblement national dit bah oui, 60 ans c'était très bien, sauf que l'Institut Montaigne a chiffré, si on revient à 60 ans, en 2022, ça coûte 25,8 milliards d'euros, en 2030, 30,6 milliards. Alors, là, c'est pas des économies qu'il faut faire. D'abord, moi, ce que dit l'Institut Montaigne, je prends toujours avec prudence parce qu'on sait qu'ils ont une orientation politique assez marquée. Mais en fait, ça va coûter cher. On a un système de retraite par répartition. Si on y est attaché, qu'on veut le préserver, le fait d'augmenter la durée de cotisation ne règle rien au problème dans un contexte de chômage de masse. Pourquoi? Parce que si vous augmentez la durée de cotisation et que vous avez un chômage massif, ce que vous allez gagner sur les retraites, vous allez le perdre sur l'assurance chômage, c'est-à-dire que vos comptes sociaux ne seront pas équilibrés. Les deux leviers principaux pour équilibrer un système de retraite par répartition, c'est l'emploi d'une part, la natalité d'autre part. Or, ces deux leviers ne sont pas utilisés par le gouvernement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a en quoi revenir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités, ça va équilibrer le système? Non, je dis pas que je dis qu'il faut maintenir. C'est ce que propose Marine Le Pen, 60 ans, 40 annuités. D'accord, oui. Enfin, c'est en réalité 40 annuités. Donc ça aboutit souvent, quand vous arrivez à 23 ans ou 24 ans sur le marché du travail, à une retraite plutôt à 63 ou 64 ans. 60 ans, c'est l'exception. Mais encore une fois, si on veut équilibrer le système, c'est pas en augmentant la durée de cotisation. Ça va être d'abord en retrouvant un niveau de chômage raisonnable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça nécessite de changer de modèle économique et ça nous amène au débat des européennes, c'est-à-dire est-ce qu'on continue avec la concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne
européenne avec le travail détaché, et à l'extérieur, en multipliant les accords de libre-échange, la suppression de toutes les protections qui aboutissent à tuer hier notre industrie et à tuer demain notre agriculture. Nicolas Bay, député, Rassemblement national au Parlement européen. Notre invité politique ce matin, Marine Le Pen présente donc aujourd'hui son manifeste et ses propositions en vue des élections européennes pour tout remettre sur la table sans sortir de l'euro, entérinant ainsi un virage quand même pris pendant les présidentielles. Vous étiez favorable à ce virage, vous, assez tôt? Oui, moi je pense quand c'était encore le Front National, j'allais dire. Je pense que le fait de poser la question monétaire, c'est légitime. Mais ça posait un problème dans le parti quand même. Ça a posé un problème dans le parti. De dire, comme certains qui nous ont quittés depuis, qu'il fallait sortir brutalement, unilatéralement, à mon avis, était une erreur. L'euro... Florian Philippot. On en a eu les inconvénients, il serait peut-être temps d'en avoir les avantages. On a eu les inconvénients, c'est-à-dire une monnaie qui est trop fortement évaluée par rapport à l'état de notre économie, qui sert les intérêts de l'Allemagne et des anciens pays de la zone marque au détriment de la plupart des autres. Il faut réussir à avoir une monnaie qui est moins fortement évaluée. On a 60 milliards de déficit de nos balances commerciales. Et puis, il y a des leviers d'action possibles. Il faut que la BCE, qui est indépendante, mais qui en réalité est à Francfort et sert les intérêts de l'Allemagne, eh bien, il faut qu'elle ait dans son mandat d'abord un vrai contrôle par les États membres de la zone euro. Ensuite, donc, dans son mandat, il n'y ait pas simplement la lutte contre l'inflation, mais aussi la lutte contre le chômage. Il faut aussi faire de la création monétaire au bénéfice des États et de l'économie réelle, et pas simplement au bénéfice des banques, comme ça a été fait ces dernières années. Bref, il faut qu'on ait une monnaie qui soit un outil au service de l'économie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pourrait, si l'euro revient à un niveau raisonnable, conforme à notre économie, eh bien, ça peut être un outil de la puissance européenne. Et qui sait, demain... Finalement, l'euro a de gros avantages. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on en a eu essentiellement les inconvénients. Ça a coûté très cher aux Français. Un récent rapport, d'ailleurs, extrêmement documenté d'un institut allemand l'a démontré. Ça a servi les intérêts de l'Allemagne. C'était sans doute fait pour ça. Nous, on est pragmatique. On n'est pas dogmatique dans ce domaine. Si on peut avoir une gouvernance de la zone euro qui permette d'avoir une monnaie qui serve l'économie française demain, eh bien, ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que vous renoncez finalement à la souveraineté de chaque nation, puisque s'il y a une monnaie commune, il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale. Non, mais vous savez, il peut y avoir des coopérations. D'ailleurs, ça nous amène sur le sujet européen de manière plus générale. Nous, ce qu'on défend, ce n'est pas l'Union européenne où toutes les décisions sont prises par la Commission européenne qui détient des pouvoirs exorbitants et qui s'impose ensuite aux États membres. C'est des coopérations dans lesquelles on s'investit ou on ne s'investit pas. Vous voulez retirer les pouvoirs de la Commission européenne? Oui, moi, je pense qu'il faut supprimer la Commission européenne. Supprimer la Commission européenne avec le Conseil, c'est-à-dire les gouvernements qui décident d'un certain nombre de coopérations. Certains s'y investissent, d'autres pas. On peut faire certaines choses. Tout le monde est d'accord avec vous, Rassemblement national, là-dessus? Oui, bien sûr. Ça, je crois qu'il y a un large consensus sur ce projet. Ensuite, que le Parlement mette en œuvre ces coopérations de manière concrète, projet par projet, c'est ça qui est efficace. Et ça évitera qu'il y ait des pays qui soient frustrés parce qu'ils ont le sentiment que jamais leurs préoccupations sont prises en compte. Ce qui a marché dans l'Europe, c'est Ariane Espace, c'est Airbus, c'est des conglomérats industriels, quelques pays qui mettent des compétences et une volonté ensemble. Ça aboutit au rayonnement de l'Europe. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que les nations européennes, les grandes nations, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, ont plus rayonné sur la planète lorsqu'elles n'étaient pas dans le cadre coercitif contraignant de l'Union européenne que depuis qu'elles y sont. Donc changeons le fonctionnement. Plus de démocratie, plus de souplesse, plus de pragmatisme, plutôt que d'essayer d'aller toujours plus loin dans une espèce d'État fédéral qui correspond ni à nos intérêts, ni à la réalité historique de ce que sont les nations d'Europe. Alors, vous voulez changer l'Europe de l'intérieur, former une alliance européenne des nations, c'est ça votre objectif? Encore faut-il pour cela peser au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, quels sont vos alliés? Est-ce que vous serez en capacité de former un seul groupe des populistes? Vous êtes chargé de ça, vous, pendant cette campagne. On est en situation, je pense, d'être une force incontournable dans l'hémicycle du Parlement européen au lendemain du 26 mai. Aujourd'hui, moi, je co-préside notre groupe. On a 40 députés de 8 nationalités différentes. Nous allons connaître une croissance numérique très importante. Beaucoup de nouveaux députés, de nouveaux partis, de nouveaux alliés. On voit bien qu'il y a une dynamique à l'échelle continentale. Pas plus tard qu'hier soir en Finlande, les vrais Finlandais, qui est un parti patriote, est arrivé quasiment en tête, au coude à coude avec les socialistes. On voit bien qu'il y a une croissance qui s'exprime un peu partout. En Estonie, il y a quelques semaines, un parti similaire a également obtenu d'excellents résultats et maintenant fait partie de la coalition gouvernementale. On a nos alliés italiens de la Lega qui sont au pouvoir, les Autrichiens qui sont au pouvoir.
En réalité, il y a plusieurs groupes, ça n'empêche pas d'ailleurs... Les Polonais, ils ne veulent pas venir avec vous. Il y a le cas particulier des Polonais qui n'ont pas l'air très favorables à l'idée d'un grand groupe. Mais enfin, moi, le constat que je fais, c'est que la plupart... Et vous êtes optimiste sur la création de ce grand groupe ? Oui, moi je suis assez optimiste, je pense que c'est possible. Et ça dépendra un peu du rapport de force au soir du 26 mai. Mais moi, ce que je sais et ce que je vois et ce que je vis, puisque je les rencontre les uns et les autres presque tous les jours, c'est qu'il y a une dynamique à l'échelle continentale, qu'il y a des partis nationaux patriotes qui sont en train d'émerger, voire d'arriver au pouvoir partout en Europe. Est-ce que vous parlez avec le parti de Viktor Orban, actuellement suspendu du PPE? Vous dites que c'est un Premier ministre courageux. Est-ce qu'il pourrait vous rejoindre? Écoutez, ça c'est à lui de répondre à cette question. Vous n'avez pas de discussion nous, avec on tend la main. Si, on a eu un certain nombre de contacts, d'échanges. On avait rencontré à la fois Viktor Orban, certains de ses ministres, en différentes occasions. On voit bien qu'aujourd'hui, il est au PPE. Il l'est sans doute de manière très temporaire. Il formule des critiques très légitimes sur le PPE qui constitue, il ne faut pas l'oublier, le bloc majoritaire au Parlement européen, avec les socialistes et les macronistes. Ils décident des orientations actuelles de l'Union européenne. Donc quand ils disent on va changer l'Europe, en réalité c'est la leur qui veulent changer, ça n'a aucun sens. Ils ont tous les leviers de pouvoir actuellement dans l'Union européenne. Ils mènent une politique qui est contraire à nos intérêts. Et donc l'alternance, l'alternative, c'est nous. Alors, juste une question là-dessus. Il y a Vox, le parti espagnol, qui lui veut abroger toutes les lois sur les violences faites aux femmes. Vous allez siéger avec eux ? Écoutez, Vox est un parti qui vient d'émerger sur la scène politique espagnole. Nous avons des convergences de vues avec eux sur beaucoup de sujets. Je crois qu'ils sont très attachés aux droits des femmes. Simplement, ils font le constat qu'il y a une législation qui est parfois, qui n'est pas du tout au service des droits des femmes, mais qui, notamment celles qui ont été mises en place par le gouvernement Zapatero, mais qui vise à installer l'idéologie du genre, qui vise à défendre le droit des migrantes avant de défendre le droit des Espagnols, etc. C'est pour ça qu'ils sont opposés à cette législation-là. Mais si on parle du droit des femmes, commençons par parler de ce communautarisme, de cet islamisme qui gangrène les sociétés françaises et européennes d'ailleurs, et qui aboutissent à restreindre aujourd'hui dramatiquement les droits des femmes. Nicolas B, élu depuis 1984, Jean-Marie Le Pen quitte le Parlement européen. Je voulais savoir pour vous, selon vous, quel était son héritage? Qu'est-ce qu'il y avait de positif? Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Écoutez, tout le monde connaît les petites différences, divergences que nous avons pu avoir avec Jean-Marie Le Pen ces dernières années, qui ont abouti au fait qu'aujourd'hui il n'est plus membre de notre mouvement. Mais force est de constater quand même qu'il a su installer de manière décisive sur la scène politique un certain nombre de grands thèmes qui aujourd'hui sont au cœur du débat politique. La question migratoire, tout le monde se moquait de lui, le dénigrait, l'injuriait il y a 30 ou 40 ans lorsqu'il évoquait cette question. Aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'il a été sur ce sujet-là, par exemple, visionnaire. Sur l'Europe, il a toujours fait preuve d'une grande lucidité en défendant l'Europe des nations dès les années 80. Et puis au-delà de ça, c'est un parcours politique exceptionnel. Vous vous sentez un peu son héritier ou pas? Non, je crois pas forcément. Enfin, j'ai pas cette prétention. En tout cas, je fais partie de cette génération politique qui s'est engagée en politique au départ, en constatant qu'il était capable de mener ce combat de manière très efficace. Et Marion Maréchal, c'est son héritière? C'est pas à moi de dire qui est héritier de qui. Chacun a sa personnalité politique avec à la fois des convergences et aussi parfois des divergences. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen, puisqu'il quitte le Parlement européen dans quelques jours, c'est que c'est quand même il a eu un parcours politique exceptionnel en termes de constance quand même. Et aussi de longévité. Merci beaucoup Nicolas B, député Rassemblement National au Parlement Européen, d'avoir été notre invité politique. Merci Oriane Mancini. Merci. Merci Pascal Jalabert. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Nicolas B qui quitte ce plateau est parti à Bruxelles. Voilà, et je fais rentrer maintenant Jean-François Beige du Courrier du Parlement. Il arrive. Et Jean-Louis Picot qui est déjà là, qui est rédacteur en chef du supplément éco du Parisien. Messieurs, grand chantier d'action prioritaire ce soir. Le président de la République avancera les premières mesures concrètes après 5 mois de crise des Gilets jaunes. 3 de grands débats. Nicolas B n'en attend aucune surprise. Jean-François Beige. Oui, on a assisté à peu près au discours de demain, puisqu'on sait déjà que le Front National va être en constante surenchère par rapport aux propos du président. C'est-à-dire qu'il va annoncer un peu de proportionnel et eux, ils vont dire qu'il faut la proportionnelle intégrale. 20% on dit, c'est ça ce qu'on entend? 20%? On entend dire ça, mais le Front National veut beaucoup plus, il veut l'intégrale. Et donc, 20% sur pression du MoDem, dit-on, de François Bayrou. Oui, c'est une vieille revendication du MoDem.
Et c'est une revendication de bon sens. Il faut reconnaître que c'est pas normal qu'il y ait pas une part de proportionnel alors qu'il y en a à peu près dans tous les scrutins. Jean-Louis Picot. Oui, il a parlé de 3 fractures au début de l'entretien, démocratique, territoriale, fiscale. Donc oui, effectivement, on est dans le sujet et on voit déjà sur quelle thématique justement Marine Le Pen et ses équipes vont rebondir après les propos de Emmanuel Macron, qu'on ne connaît pas encore, mais enfin on peut se douter un petit peu des différents axes. Alors au-delà effectivement de la fracture démocratique avec la proportionnelle qui était effectivement un sujet ancien du Front National, enfin ex-Front National, là bon, la fiscalité, tout le monde en parle, et je reviens plus au côté territorial, ça me paraît intéressant. L'empilement, il a parlé de tous ces empilements. Voilà, d'une part, bon effectivement, et là quand on parle d'Europe, on est complètement dans la thématique. Et puis il y a aussi une autre dimension, parce que ces européennes, c'est aussi, je ne sais pas si c'est un match retour des présidentielles avec le face-à-face Le Pen-Macron, mais il y a quand même une certaine résonance par rapport à ça. C'est le nouveau rendez-vous. Et donc, côté territorial, on sait que l'un des problèmes qu'a eu Emmanuel Macron, c'est dans le dialogue avec les élus locaux. Oui. Et donc, c'est intéressant, je crois, enfin, c'est à suivre de voir que Nicolas Bay revient là-dessus, même si, encore une fois, effectivement, vous l'avez souligné, il parlait de l'empilement des responsabilités, tout ça, mais je pense que même localement, parce que quand vous regardez la présentation du nouveau projet de Marine Le Pen, il est quand même beaucoup question de proximité. Et elle est allée beaucoup dans les territoires reculés, comme on dit, désertifiés. Mais il y a un aggiornamento extraordinaire du Front National en 2 ans, depuis la présidentielle. Ils ont complètement changé de logiciel sans qu'on s'en aperçoive bien. Enfin, sur l'euro, on s'en aperçoit quand même. Oui. Sur l'euro. Ah ben tout à fait. Alors, on s'en aperçoit là. C'est plus du tout le même discours. Et puis avant il y avait une hostilité de principe à l'Europe. Elle a disparu. Maintenant il s'agit de changer. Politiquement, il s'agit de changer l'Europe. Mais parce que les Français sont tout de même attachés à l'Europe. Ils savent bien que tout ce qui a été fait ne peut pas l'avoir été en vain. Et ça, ils ont compris ça et ils sont tout à fait stratégiquement dans l'idée qu'il faut changer l'Europe et non plus détruire l'Europe. D'une part, et puis il y a aussi, ça a été évoqué lors de l'entretien également, la montée des populismes dans les différents pays et l'opportunité, peut-être, alors groupe unique ou pas. Oui, alors ils ont l'air d'avoir des difficultés d'avoir un très grand groupe quand même, les Polonais ne veulent pas. C'est très obscur en fait pour les Français. C'est très dommage qu'à si peu de temps des Européennes, on n'en sache pas plus. C'est pas seulement le problème du Front National, sur l'organisation future des groupes. Ça, c'est vraiment un défaut de ce type d'élection. On ne sait pas dans quel groupe vont siéger les députés que l'on va élire. Alors le Front National, il se sent un peu mieux au chaud, on dirait. Suppression de la Commission européenne, unanimité, dit-il, au Rassemblement national, il faut l'appeler comme ça. Oui. Sur ce sujet, Jean-Louis Picot, vous avez vu ? Oui, là, c'est vrai que suppression de la Commission européenne, bon, c'est à suivre. Je sais pas, il a dit qu'il y avait même l'unanimité au sein du parti. Bon, je sais pas, j'ai pas d'informations sur comment ça se passe chez eux lors des discussions, mais c'est vrai que ça... C'est à suivre aussi. C'est de la rhétorique pure. Parce que vous supprimez la Commission européenne, vous pouvez changer le nom, mais vous aurez toujours quand même un organe. Une institution, bien sûr. Un exécutif. Bien sûr. Je voudrais revenir quand même sur ce maintien de l'euro, qui n'était pas évident au départ quand c'était le Front National, ça ne l'était pas. Nicolas Bay, pour être tout à fait honnête, depuis le départ, était assez favorable à l'euro, lui. Et là, il a expliqué, vous avez vu sur le plateau tout à l'heure, pourquoi, au fond, l'euro pouvait, en se transformant, le problème de la Banque Centrale Européenne qui est dans les mains de l'Allemagne, etc., ces thématiques, on les a entendues souvent, Jean-François Beige. Oui. Au fond, l'euro a protégé les Français, ils sont obligés de le reconnaître. Ben oui, mais ce qui est spectaculaire, c'est la façon dont ils l'admettent et ils font oublier toute leur opposition passée. C'est comme ça, c'est quand même un parti qui s'est très bien structuré ces derniers mois, ces dernières. Je pense qu'il va falloir compter avec eux et que le 28 mai va être une date importante pour eux. Jean-Louis Picot, élu depuis 1984, Jean-Marie Le Pen quitte le Parlement européen. Vous avez vu, j'ai essayé de questionner Nicolas Bay là-dessus. Quels sont, au fond, les apports positifs de Jean-Marie Le Pen ? Voilà. Au fond, ce qu'il dit, c'est qu'il a mis les thématiques au centre de l'actualité. Et puis après, pour essayer de lui faire dire un peu plus, qui était l'héritier, ce qu'il s'en sentait héritier, là, visiblement, il n'a pas voulu aller sur ce terrain.
Jean-Marie Le Pen, il a quand même posé les fondations d'un parti qui a changé de nom, qui a changé sans doute de fonctionnement, qui s'est modernisé, c'est vrai. Il a 90 ans. Oui, il a 90 ans, donc Nicolas Bay ne peut pas non plus nier l'histoire. Jean-Marie Le Pen est incontournable, même dans l'histoire politique française récente. Donc, et puis 2 fois au second tour à la présidentielle, ça veut dire des choses. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui est là et qui, c'est sûr, essaye de mettre de côté tout le côté obscur, je dirais, de Jean-Marie Le Pen. Et Dieu sait que il y en a. Ouais. Avec ses sorties à l'emporte-pièce, son côté, je casse tout, je provoque, je choque. Et qui marquait aussi les limites de ce mouvement. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, on sent que ces opérations, on va être beaucoup plus light dans les propos, on travaille plus les sujets et on met de côté, on renie pas notre histoire, mais on la range un peu au musée, on va dire. Merci Jean-Louis Picot du Parisien. Merci Jean-François Beige du Courrier du Parlement. On regarde ensemble, messieurs, le Zap Matin. Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques ce week-end, mais également chez nos confrères ce matin, dans les autres matinales d'infos. On se retrouve après, à tout de suite. Les mesures ce soir sont prêtes. Il en a déjà informé le secrétaire général de l'Élysée, le Premier ministre et son directeur de cabinet. S'il y a un tournant à prendre, c'est enfin s'attaquer au seul sujet central des Français qui a été totalement esquivé depuis 2 ans, une baisse durable des impôts pour tous les Français. Je m'attends à quelques amodiations minimes, anecdotiques, à la marge, qu'il présentera bien sûr à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire qu'il s'agit là d'une révolution. Comment ils appellent ça? Des annonces disruptives. Ce serait macronien comme sémantique. Elle en fait véritablement un référendum anti-Macron et elle joue encore une fois sur les peurs, c'est-à-dire qu'on est objectivement dans un moment où le pays est un peu bouleversé et elle dit vous vous rendez compte, si jamais Macron est en tête, il va se sentir légitimé. Il n'y a qu'un projet législatif, somme toute, qui peut répondre à l'ensemble de ces préoccupations. Mais fondamentalement, il faut que cette dissolution soit précédée de la mise en œuvre de la proportionnelle. Ce que j'en attends, c'est qu'il y a un cap clair d'abord qui soit défini. Ce cap clair, c'est l'inscription dans la transition écologique, parce qu'on en a besoin d'un niveau économique, d'un niveau humain, tout simplement. Et de montrer que cette transition écologique, elle peut se faire dans la justice sociale. La mesure première qui devrait être prise, s'il avait le courage de changer de cap, justement, ce serait de mettre fin à l'injustice fiscale de son quinquennat. Et de quelle façon ? Et donc, soit en rétablissant l'impôt sur la fortune, soit en établissant une nouvelle tranche d'imposition pour les plus hauts revenus. Le président pourrait remanier les taux d'imposition avec une première tranche non pas à 14%, mais à 5%. Et une seconde à 10. Résultat, un impôt plus progressif pour les contribuables. Or, aujourd'hui, ce qu'on entend partout, c'est l'idée que les contributions au grand débat sont en fait des appels à confirmer une politique qui a précipité le pays dans la crise. C'est le jeu du trône républicain pour Emmanuel Macron, Game of Thrones. Est-ce qu'il va convaitre ? Et c'est évidemment au moment où on relance l'épisode, la saison finale de Game of Thrones, ici, un jeu très particulier autour du poste de président. Pour relancer ou pas son quinquennat. Oui, je crois que c'est la restauration de l'autorité de la loi en même temps que la baisse des dépenses et des impôts qui doivent être au menu ce soir. Voilà, demain matin, nous serons en édition un peu spéciale puisque nous débrieferons ce qu'a dit le président de la République ce soir à 20h sur toutes les chaînes de télévision. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc demain aux mêmes heures, entre autres pour ce débrief. Bonne journée à tous, au revoir.